Nous sommes le jeudi 18 mai 2023 et vous écoutez le 8e épisode de la 6e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on vous propose la 3e émission au coin du feu de la saison 6 du podcast. Nous avons l'honneur, le privilège et le grand plaisir de recevoir Thomas Pesquet, le photographe, avec qui nous allons parler de son travail effectué depuis l'espace. Cette émission est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Eh ben c'est parti, 8e épisode de cette 6e saison. Benjamin, toujours un plaisir de te retrouver le matin dans ce studio et en très bonne compagnie aujourd'hui. Bah écoute, si on nous avait dit à la création de ce podcast, il y a 3 ans qu'un jour on recevrait Thomas Pesquet, le photographe, on l'aurait peut-être pas cru. Non, on l'aurait pas cru. Thomas, sois le bienvenu et un immense merci d'avoir accepté notre invitation à venir parler photo avec nous à nos micros. Non, merci à vous. Je suis super flatté. Le photographe, je ne sais pas si je mérite le qualificatif. On va en parler. Oui, on va y revenir. Parce que je t'ai vu hausser les épaules quand on a dit ça, mais on va revenir quand même là-dessus. Bon, évidemment, je ne vais pas résumer ton CV. Je vais juste dire quelques mots. Tu es le seul photographe français qui a passé près de 197 jours à bord de la Station spatiale internationale en orbite à près de 400 km d'altitude au-dessus de la Terre à l'occasion de 2 missions spatiales en 2016 et en 2020 et à partir de laquelle tu as réalisé près de 250 000 photographies. Voilà, quelques chiffres qui pèsent. Et tu as même commandé, tu as été le commandant de l'ISS pendant j'étais le commandant vers la deuxième moitié de ma mission. Ouais. Bon, on arrête là tout de suite les présentations et on attaque directement l'émission et on commence avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon lance un nouveau boîtier haut de gamme, Canon annonce une nouvelle caméra pour le vlogging et Tamron décline son 11-20 mm en monture Fujifilm X. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Il était attendu et enfin une réalité. Nikon vient d'annoncer le Z8, un nouvel hybride professionnel, l'héritier du réflexe D850 et le petit frère du Z9. Le tout dans un format compact. Dans le nouveau Z8, on retrouve la très grande majorité des caractéristiques et fonctionnalités de leur hybride professionnel Z9, aussi bien en photo qu'en vidéo. Il est donc équipé d'un capteur de 45,7 millions de pixels, CMOS empilé BSI stabilisé sur 5 axes, associé au processeur d'image XPID 7 et fonctionnant uniquement avec un système d'obturation électronique. On retrouve l'autofocus hybride à 493 points qui couvre 90% de la surface du capteur avec détection, reconnaissance et suivi 3D du sujet. Ce capteur est capable de produire des images jusqu'à 25 600 ISO en natif et 102 400 ISO en étendu. L'appareil offre une cadence en rafale de 20 images par seconde pouvant monter jusqu'à 120 images par seconde en JPEG basse définition. Il propose l'enregistrement de vidéos jusqu'en 8K 60p ou 4K 120p. On retrouve le format NRAW vidéo en interne en 8K et en 4K 60p avec le ProRes RAW HQ. D'un point de vue prise en main, on retrouve le même viseur OLED 3,69 millions de pixels avec un grossissement de 0,8 fois sans blackout, un écran orientable de 3,2 pouces, un double slot, carte mémoire CF Express type B et SD UHS-2, 2 ports USB-C, une prise HDMI type A, une prise casque et une prise micro. Le sans-fil est aussi présent avec le Bluetooth 5 et le Wi-Fi 6. Il hérite de la batterie du D850 et un grip optionnel sera proposé en option. Le boîtier est naturellement plus compact et plus léger que le Z9, environ 900 grammes sur la balance, et un gabarit relativement proche du Z6 II. Bon point, on retrouve une ergonomie très proche de celle du Z9. Le nouveau Nikon Z8 sera disponible fin mai et proposé au prix de 4 599 € boîtier nu ou en kit avec un 24-120 mm f4 constant au prix de 5 549 €. Canon annonce un tout nouveau PowerShot. Il ne s'agit pas là d'un nouveau compact numérique, mais bien d'un nouveau concept de petite caméra nomade dédiée au vlog qui rappelle les Legria Mini.
La nouvelle PowerShot V10 embarque donc un capteur CMOS rétro-éclairé au format 1 pouce, affichant une définition de 15 millions de pixels et capable de délivrer des séquences vidéo 4K 30p à 120 mégabits par seconde ou Full HD 60p. Devant est installée une focale fixe équivalente à un grand angle 19 mm et offrant une ouverture maximale de f2.8 avec une stabilisation numérique. On retrouve le processeur d'image Digic X, un autofocus à détection de contraste avec détection et suivi des visages, une sensibilité maximale de 6400 ISO, un système de micro-stéréo et une connectivité totale. Bluetooth et Wi-Fi pour le sans-fil et USB-C, micro HDMI et jack pour le filaire. La caméra peut être utilisée pour du stream, connecté à un ordinateur ou à un mélangeur, mais aussi pour des lives sur le terrain en sans-fil grâce à une application dédiée. La petite caméra qui ne pèse que 211 grammes est équipée d'un écran totalement orientable pour la réalisation de vlogs à la première personne et à main levée. La nouvelle Canon PowerShot V10 sera disponible en juin et proposée au prix de 449 €. Et enfin, pour terminer, Tamron continue de développer sa gamme d'objectifs hybrides APS-C en monture Fujifilm X. Aujourd'hui, l'opticien annonce l'arrivée imminente d'un zoom grand angle 11-20 mm à ouverture constante f2.8, équivalent donc à un 16,5-30 mm. On retrouve une formule optique composée de 12 lentilles réparties en 10 groupes avec 2 lentilles asphériques moulées, 3 verres à faible dispersion XLD et LD et le traitement BB Bar G2 pour réduire le flair. L'objectif est équipé d'une motorisation autofocus pas à pas silencieuse RXD, agile en photo comme en vidéo et offre une distance minimale de mise au point de 15 cm en position grand angle et donc un rapport de grossissement maximal de 0,25 fois. L'objectif est compact avec une longueur de moins de 9 cm et léger avec 335 grammes sur la balance. Il bénéficie d'une construction tout temps. Le nouveau Tamron 11-20 mm f2.8 DI3A RXD sera disponible le 30 mai et proposé au prix de 899 €. Voilà pour l'actualité cette semaine avec l'arrivée de ce boîtier absolument délirant qui est le Nikon Z8 et qui va rendre finalement la vente de Nikon Z9 très difficile. Probablement. En tout cas, c'est un choix fort de Nikon de positionner un boîtier bien moins cher, c'est-à-dire environ 1500 € moins cher que son navire amiral, le Z9, avec des caractéristiques très proches de ce dernier, voire identiques, à l'exception de l'absence de poignée. Voilà, c'est ça. C'est ça, de la batterie, parce que les performances de rafale sont identiques. Il n'y a pas d'obturateur mécanique non plus. C'est même un petit peu mieux parce qu'au niveau de l'autofocus, ils ont amélioré ce qu'était capable de faire le Z9 a priori. Oui, et ça, c'est pas très grave puisque ça veut dire probablement que le firmware du Z9, qui est identique, pourra être mis à jour dans les prochains mois. En tout cas, c'est intéressant et tous les gens qui aimaient le D850 réflexe, qui est par beaucoup considéré comme le meilleur réflexe jamais conçu. Ça se discute. Ça. Et on peut en discuter, on en discutera avec les canonistes et les amateurs de Sony et autres. C'est une super nouvelle. Ouais. Toi, Thomas, évidemment, tu connais un peu le matériel Nikon, puisque c'est ça qu'il y a là-haut. Vous êtes en D5. Ouais. Tu as déjà un peu utilisé leurs hybrides ? Non, pas vraiment. Juste pendant la mission, nous, on a un événement un peu sympa qui est une équipe de cinéma russe qui est montée avec la première actrice qui n'est pas astronaute et un réalisateur pendant 10 jours qui nous ont rejoints. Et eux, ils sont montés avec leur matériel. Et eux, ils avaient de l'hybride, mais plutôt chez Canon. Ouais. On a joué un petit peu avec et ils avaient des objectifs dingues, ils avaient des boîtiers super. Donc, ils ont tout laissé parce que autant monter, c'est compliqué, mais ramener les choses avec soi, il y a encore moins de place. Donc, ils ont dit, ça vous dérange pas qu'on vous laisse tout le matos ? On a dit, pas de problème, on va les garder. Et par contre, il n'y avait pas Tom Cruise qui voulait tourner un film à bord de l'ISS ? Oui, aussi, ouais, ça c'est un peu un serpent de mer, on en entend parler depuis des années. Et je pense que les Russes ont voulu aussi leur couper l'herbe sous le pied. Hein, la guerre froide continue. La guerre froide continue. Ça s'organise vraiment, ça, un tournage sur l'ISS ? C'est envisageable, écoute, ça. Les Russes l'ont fait. Si tu me demandes vraiment, moi, est-ce qu'il y a un intérêt majeur maintenant, aujourd'hui, avec ce qu'on peut faire en studio, avec des effets spéciaux ? Je pense pas qu'il y en ait un. C'est juste un argument commercial de pouvoir dire, voilà, ce film a été tourné dans l'espace. Et puis Tom Cruise, on va pas se mentir, je pense qu'il a envie de se faire plaisir. Ouais, c'est surtout ça. Pilote lui aussi, d'ailleurs. Exactement. Dommage que Kubrick n'ait pas pu aller. Mais bon, ça, c'est pas une autre histoire. C'est une autre histoire. Bon, on clôt le Flash Actu là-dessus. Aujourd'hui, on va profiter de la présence de Thomas. On passe à ta chronique hebdomadaire, Benjamin, ta story. Alors, cette semaine, tu nous parles d'un time-lapse proprement lunaire. La story vous est présentée cette semaine par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z.
L'exploration d'archives photographiques aboutit parfois à de formidables découvertes. C'est ainsi que John Maloof, en 2008, après qu'il a acquis pour une somme dérisoire un lot de 30 000 photographies lors d'une vente aux enchères organisée dans le cadre de la liquidation d'un garde-meuble à Chicago, est ébahi devant la qualité des clichés qu'il sort des cartons. C'est à lui que l'on doit la découverte de Vivian Maier, dont la richesse et la qualité de l'œuvre a élevé, post-mortem, la mystérieuse nounou photographe au rang de mythe. Tout aussi mythique, dans un autre registre, la mission Apollo 11, exécutée par la NASA en juillet 1969, a été largement documentée. La plupart des images sont connues, comme celle prise par Neil Armstrong qui montre Buzz Aldrin en train de planter un drapeau américain sur la Lune. En parcourant les quelques 1455 images prises lors de cette mission, répertoriées sur le site March to the Moon, le photographe Yoav Cohn en a exhumé d'autres. 139 exactement, prises à des intervalles si rapprochés qu'il en a fait un timelapse, visible sur la plateforme Vimeo. Nous assistons à un lever de terre qui surgit derrière la Lune. Et ce n'est pas tout. Pour renforcer l'aspect historique, il a incorporé les échanges entre les 3 membres de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, pendant la prise de vue. Dans ces extraits sonores, ils discutent entre eux des réglages à effectuer, du choix de la focale, de la mise au point, sur l'infini évidemment, du diaph, du temps de pause, comme si nous y étions. Ces archives sonores, diffusées par la NASA à l'occasion du 40e anniversaire de la mission, ont été retirées depuis. En remontant le temps sur la toile, via le site Wayback Archive, Yoav Cohn est parvenu à ses fins, en récupérant les fichiers MP3. Il nous livre un document unique, alors que le programme Artemis, qui vise un retour de l'homme sur le sol lunaire à l'horizon 2025, entame sa première mission. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'archives finalement qui sont librement accessibles sur Internet autour des missions Apollo, mais aussi autour de tes aventures. Thomas, toi, tu as un compte Flickr où il y a tout. Tout Ouais. est accessible. Ouais, tout est accessible. Alors, il n'y a pas tout parce qu'il restait plein de photos qu'on n'a pas eu le temps de poster. En fait, chaque fois que je postais quelque chose sur les réseaux sociaux, ensuite, je l'archivais ou quelqu'un l'archivait pour moi sur Flickr. Mais il en reste quelques centaines, je ne vais pas dire quelques milliers, mais il y en a peut-être 2000, un petit peu moins, qui n'ont pas été postés et qui ne sont pas publics pour l'instant. Parce qu'on se réserve c'est pas tellement le cas, mais si jamais on a envie de les poster un jour, comme ça elles seront nouvelles. Et voilà, petit à petit maintenant, dans les 100 ans qui vont venir, je peux poster une photo de temps en temps qui n'a jamais été vue dans la station spatiale. Voilà. C'est chouette, et en tout cas ce sens du partage dont on parlait beaucoup la semaine dernière dans notre émission sur l'avion, les spotters, où il était question de cette collégialité entre spotters et ce sens du partage. C'est vrai que sur ces sites, et notamment March to the Moon, on peut visionner plein d'images. On a un peu de temps devant soi, on prend un café et on consulte comme ça plein d'images prises lors des missions de Gemini, des différentes missions Apollo. Et franchement, c'est sympa, je recommande à tout le monde. Et il y a plein de détails, pour les plus geeks d'entre nous, de détails sur les prises de vue. Les objectifs utilisés, les appareils. C'est vraiment chouette. Ouais, mais je pense que sur le Flickr, nous, on a tous les paramètres. Peut-être pas l'ISO, mais à part ça, on doit avoir tous les paramètres. Et sur le site, il y a des sites de la NASA où les photos sont même géolocalisées. Alors, elles ne sont pas traitées, c'est-à-dire elles sont un peu brutes, elles sont un peu grises, parce qu'à travers l'atmosphère, c'est toujours un peu gris. Mais voilà, on pourrait y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Et quasiment, effectivement, tout est accessible en open source pour tout le monde. C'est super. Merci Benjamin pour cette story cette semaine. On fait une très courte pause et puis on revient dans quelques secondes avec Thomas Pesquet pour cette grande discussion au coin du feu. Remise exceptionnelle sur une sélection de produits Nikon. Grâce à la fameuse monture Nikon Z, les appareils photo hybrides et les objectifs Nikon Z vous offrent la liberté de jouer avec la lumière comme jamais auparavant. Envie de vous équiper en matériel Nikon ou de compléter celui que vous possédez déjà? En ce moment, profitez de remises exceptionnelles sur une sélection de produits Nikon jusqu'à 700 €. Remise immédiate, valable jusqu'au 24 juillet 2023 inclus, sur le Nikon Store ou chez les revendeurs participants. Découvrez les modalités de cette offre sur nikon.fr. Nous sommes toujours avec Thomas Pesquet, le photographe, pour cette grande discussion au coin du feu.
Alors Thomas, à l'occasion du dernier salon de la photo à Paris, tu as participé à une grande conférence qui a été organisée par Nikon avec 2 autres grands photographes et explorateurs qui sont aussi venus à ces micros comme toi, Laurent Balesta et Vincent Munier. Tu as notamment, au cours de cette conférence, partagé ton intimidation à être élevé au rang de photographe et même évoqué une sorte d'illégitimité à te retrouver à leur côté. Nous nous sommes entretenus avec le photographe Ludwig Wallendorf, un ami à toi qui a suivi tes aventures en essayant de recréer avec des objets du quotidien les photographies que tu partageais sur les réseaux depuis l'ISS avec beaucoup d'humour. Il nous explique pourquoi, à ses yeux, tu es un véritable photographe. On l'écoute. Il approche la photo avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'il ne se prétend pas photographe. Pourtant, à mon sens, il a compris les 2 paramètres fondamentaux de la photographie, qui sont où on se tient pour prendre la photo et quand est-ce qu'on appuie sur le bouton. Dans son travail, ce qu'on a vu de ce qu'il a diffusé durant ces 2 missions, c'est qu'il a très, très bien assimilé ces 2 paramètres-là et il a eu beaucoup de patience et beaucoup de persévérance pour avoir ce qu'il voulait. En photographie, on est soit chasseur, soit pêcheur. C'est-à-dire soit on court après un sujet, soit on se pose quelque part et on attend que le sujet passe. Et il a abordé les 2 aspects, puisqu'il s'était lancé des défis pour avoir des montagnes précises, pour avoir des villes précises, pour lesquelles il faut prévoir, savoir quand est-ce qu'on va passer au-dessus, espérer que la météo soit clémente. Donc ça, ce sont des éléments qu'on retrouve beaucoup en photo de paysage, ce genre de choses. Et ces paramètres-là, il les a très bien maîtrisés parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a cherché à avoir et qu'il a réussi à avoir en faisant preuve d'une grande persévérance, d'une grande patience et de pouvoir retenter les choses quand elles ne lui plaisaient pas. Donc il a ces qualités qui, à mon sens, sont très importantes, c'est-à-dire un souci du détail, une exigence par rapport au résultat, un sens du cadrage qu'il a également et la volonté de réussir et de se donner les moyens pour y arriver. Voilà. Et ça, ce ne sont pas des aspects techniques, en fait, ce sont des aspects humains. Très beau témoignage. C'est dit ça parce que c'est mon ami, donc il est sympa, il est obligé. C'est vrai qu'il nous a dit d'autres choses en off. Oui, voilà, c'est Oui, ça. bon, on n'a pas tout diffusé, c'est normal. On t'enverra les rushs. Non, mais couleurs, ce qu'il dit, c'est quand même très clair. Tu es photographe. Ouais, non, mais en fait, ce que je nie pas, c'est vraiment le goût pour ça et le travail. Ça, c'est vraiment 2 choses. Je pense pas que j'ai plus de talent que n'importe qui, mais par contre, j'ai peut-être un peu plus de goût pour ça. Je vois par rapport à mes collègues, on est quand même. Il y a des gens en permanence dans la station spatiale. Il y en a qui appuient pas sur le bouton, ou il y en a qui le font vraiment en mode automatique, clic-clac. Tiens, c'est sympa, la Terre est ronde, on voit un peu de nuages, un peu de bleu, et puis ça leur suffit. Et je critique pas, mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment envie de faire plus que ça, surtout en 2 missions, en fait. La première, bon, moi, je le vois, hein, la courbe de progression entre même le début et la fin de la première mission, il y a un monde, et le début de la première mission et la fin de la deuxième, normalement, il y a pas photo. Je pense qu'on vous a déjà fait ce mauvais jeu de mots 1 milliard de fois. On nous en fait plein. Oui, c'est ça. Les C'est que ISO, moi, la photo. Voilà, moi, c'est plutôt les jeux de mots spatiaux, avec la tête dans les étoiles, et tous ces trucs-là, les pieds sur terre. Donc, non, et j'ai passé vraiment des centaines d'heures. Alors, bon, ça tombe bien, il n'y a pas des masses de loisirs dans la station spatiale. Donc, quand on a fini nos journées de boulot, on peut regarder une série ou faire de la photo. Mais moi, j'ai choisi de faire ça, j'ai dû y passer du temps, d'y consacrer des efforts, et voilà, quoi. Mais ça t'est venu là-haut ou auparavant, tu faisais déjà de la photo? Non, je faisais pas de la photo vraiment. Enfin, j'ai eu des appareils photo comme tout le monde, surtout même avant le numérique, mais j'ai jamais eu de réflexe, par exemple. J'ai eu des petits compacts, des trucs comme ça, mais j'ai toujours eu un goût pour ça, pour l'image. Je me rappelle vraiment, j'ai toujours eu des débats sur le cadrage, notamment avec mes amis, parce que je trouve ça choquant que les gens ils mettent toujours ce qui pour eux est le sujet au centre de la photo. Donc ça veut dire que si je te prends en photo là maintenant, ta tête va être au centre et au-dessus de toi là, il y a 2 mètres de vide dans mon cadrage et moi ça m'horripile. Je dis mais non, cadre le truc entièrement, utilise ton cadre, etc. Ça je l'ai toujours dit. Mes amis me trouvent chiant d'ailleurs, mais je sais pas. Ça vient c'est une remarque plus scientifique presque que d'artiste, on va dire. Ouais, mais je me rappelle que quand mon père a fait un petit peu de photos, un tout petit peu de photos, si tu veux, à l'époque en argentique, etc. Et il y a quelques clichés qui sont au mur chez moi et
je me rappelle qu'on se moquait gentiment de lui avec mon frère et ma mère en disant qu'il faisait de la photo d'art et tu vois, le truc un peu marrant. Ah oui, on tient encore une photo d'art de papa et tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais tu vois, il avait peut-être un petit peu ce goût-là déjà de faire des images et puis d'essayer de les. Et je pense que ça m'est venu un tout petit peu de là, mais sinon, ça a quand même beaucoup commencé avec la mission. Ouais. Et tout le travail finalement que tu as fait depuis la station, ça faisait partie en quelque sorte de ta mission ou c'était un pur plaisir et une pratique très personnelle? On va dire à 95% personnel. On a des cours de photo en fait en tant qu'astronaute, mais c'est quand même assez basique. C'est voilà le matériel, voilà comment on s'en sert. On a eu un petit peu c'est quoi la profondeur de champ, c'est quoi voilà le f-stop. Alors par contre je vais être horrible parce que j'ai appris la photo en anglais du coup, donc je vais dire que des termes anglais. Mais bon, c'est quoi le shutter, c'est quoi le f-stop. Voilà, je vais parler comme ça pendant. Obturation, ouverture. Pour les... on va essayer de le en faire. russe, ce sera encore plus classe. En russe, ouais, non, en russe, j'ai pas appris. Mais c'est assez basique. En fait, le but de la photo professionnelle dans l'ISS, il y en a vraiment deux. Il y en a un, c'est s'il y a un truc qui casse, plutôt qu'essayer de décrire à la radio de quelle manière exactement est cassé le boulon, un gars qui est dans le centre de contrôle, qui n'est pas de la même nationalité, on envoie une toffe. Et ça va quand même 1000 fois plus vite. Donc, il faut savoir faire un peu de macro, mais on a des objectifs pour ça. Il faut savoir faire, utiliser un flash, mais vraiment au niveau basique, pour de la photo purement descriptive, avec aucun but artistique. Après, l'autre truc qu'on peut avoir, c'est on peut être activé, entre guillemets, quand il y a une catastrophe ou un événement, ou de temps en temps, on peut nous dire, à 14h30, là, vous allez passer au-dessus de tel truc, essayez de prendre une photo. C'est bizarre, pourtant il y a des satellites qui les prennent ces photos-là régulièrement. Ouais, exactement. Non, et d'ailleurs, c'est vraiment fait pour. Nous, on n'est pas fait pour, et c'est pour ça que ça fait pas partie de la mission. Mais c'est vraiment un truc en plus au cas où, si on a le temps. Voilà, et pour ça, on a des objectifs, on a des 800 mm, on a des 500, des 400. Mais c'est les deux seuls trucs. Après, si on a envie d'aller plus loin que ça, toutes les photos que j'ai prises de la Terre, des étoiles, c'est complètement dans mon temps libre, et parce que moi, j'avais envie de le faire. Ouais. Et dans ton apprentissage en anglais, tu cites régulièrement le photographe Don Petit. Oui. Qui, lui, donc je suis allé voir du coup suite à l'échange que tu avais eu avec Laurent et Vincent sur le centre de la photo lors de la rencontre Nikon. Et on avait eu la chance, un petit groupe de la presse spécialisée, à vous avoir tous les trois. Et tu nous as parlé de ce photographe en amont. Et c'est vrai que quand on consulte son site Instagram, c'est absolument fantastique. Ah oui, lui, il est incroyable. Et il est sur Twitter, il est sur Instagram. Il va revoler là. Alors moi, je suis hyper impatient de le voir voler parce que sa dernière expédition, ça remonte quand même il y a quelques années. Il y avait quand même un peu moins de matos. Donc, parce que la NASA nous update un peu les boîtiers, nous update pas les objectifs, parce que les objectifs, c'est du verre, c'est plus ou moins les mêmes. Mais enfin, je devrais pas dire ça. Peut-être des fabricants d'objectifs qui vont se vexer quand c'est pas du tout ce que je voulais dire à tous les fabricants d'objectifs qui nous entendent. Mais en gros, les objectifs, c'est les mêmes quasiment depuis 10-15 ans à bord. Mais les boîtiers, ils changent régulièrement aussi parce qu'il y a de la radiation. Donc, en fait, les capteurs se dégradent super vite. Au bout d'un an, les appareils, ils sont cramés. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les boîtiers sont préparés pour ça, ou comme ça a pu être le cas à une époque, ou non, c'est plus le cas sur les images, on voit des dessins effectivement ou autres qui ont l'air normaux. Ils sont normaux. Ouais. Non, ils sont pas spatialisés. C'est vrai que ça l'était à l'époque, mais ça coûte un fric monstre. Maintenant, on en envoie 10 tous les 2 ans, quoi. Et ça coûte moins cher en fait que d'en spatialiser 5 et de les garder 4 ans, quoi. Alors, donc Don Petit, pardon, excuse-moi, je finis juste là-dessus, je t'interromps, mais c'est lui qui a quand même un peu inventé la photo spatiale, parce qu'avant, encore une fois, il y a plein de filles qui sont allées, qui ont pris 2-3 trucs, un téléobjectif, on zoome un peu, donc ça allait, mais lui vraiment, il a créé des trucs qui n'existaient pas. Il a fait des espèces de time-lapse, des surimpositions d'images avec des pauses longues pour donner les effets de rotation. Il avait même, je crois, de la visée infrarouge. Enfin, il a fait vraiment des trucs de savant fou. Tu vois les photos dans la cupola avec 10 appareils pour tous les reflets sont bloqués. Donc, il a vraiment écrit le bouquin de la photo spatiale, quoi. Je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il a fait. Ouais, puis outre ces photos qui sont très abstraites, mais très spectaculaires, il dit des choses très simples et qui font sens. C'est par exemple d'utiliser du grand angle là-haut, parce que ça permet de voir la Terre en entier, cette bille bleue dont tu parles dans ton livre. Tu parlais de cadrage tout à l'heure, et c'est vrai qu'il n'y a que depuis là-haut que tu peux rendre compte de la Terre dans l'univers, finalement.
Ouais, bien sûr. Et encore, nous, on a un peu le nez sur la copie parce qu'on est à 400 km, donc on est très, très proche. Mais dès que récemment, il y a alors là, on dévie un peu, mais il y a des nouveaux satellites météo qui, eux, sont en orbite géostationnaire, donc à 36 000 km. Donc là, tu as vraiment, du recul et qui te font, eux, des photos de la Terre en entier. Moi, c'est difficile parce que tu es quand même tellement proche, tu vois clairement la Même au rotondité, 24 mm, tu peux pas. Même au 24 mm, ça devient compliqué. Mais on descend, je crois c'est un 8 mm le plus grand angle qu'on a. Alors, tu vois, avec beaucoup de... ça. Ah oui, ça déforme. Non, mais ça, c'est bien parce que tu le mets dans la cupola et du coup, tu as une photo ronde avec la Terre qui remplit toutes les fenêtres. C'est assez sympa. C'est un effet un peu spécial parce qu'il y a beaucoup de déformations. Et puis, il est bien parce qu'il y a beaucoup de verre. Tu vois, ce truc-là, c'est vraiment... il pèse autant que le boîtier, voire plus, quoi. Ouais, enfin, pas là-haut. Non, pas là-haut, effectivement. Pas là-haut. Gros avantage, d'ailleurs. Moi, là, j'ai quasiment la première fois que j'ai porté un 800 mm, c'était après ma mission au retour. Ça m'a fait tellement bizarre parce que là-haut, ça pèse rien, quoi. On se le passe comme ça, hop, tiens, attrape, tu sais, je le le prends. photographe de la patrouille de France la semaine dernière nous disait qu'il avait le raisonnement totalement inverse. Ah bah oui. Parce que lui, dans l'avion, il se prend l'accélération et du coup, le matériel qu'il emporte devient très, 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 très lourd. Ah oui, sous facteur de charge, là, ça pèse 3-4 fois son poids. Alors là, bon courage. Ah, tu dois être un des seuls à photographier le 800 mm avec un Oui. D5 avec une main. Exactement, exactement. Mais quoique, par contre, il y a l'instabilité, en fait. Bon, on pourra rentrer dans la technique, on va en parler, mais d'être stable, c'est compliqué. Parce que sur Terre, on se campe bien sur ses deux pieds. Allez, ça y est, on a une stabilité. Moi, j'ai les pieds, je me coince les pieds dans des espèces de petits rails. C'est comme ça qu'on se stabilise. Mais on a toujours un peu de rotation autour de cet axe-là. Et puis, en gros, il faut 3 points pour être stable. Mais 3 points, ça veut dire une main, 2 pieds. Il me reste qu'une main pour le 800 mm. Bon, il y a quand même beaucoup de... D'inertie, Il y a beaucoup d'inertie. Et puis, 800 mm à 400 km, on a un 1.6 en plus, un téléconverteur. Donc, ça fait quand même du 1150 ou un truc comme ça. Si on bouge d'un tout petit poil de fesse, malheureusement, là, on va rater la Tour Eiffel de 200 km. Hein. D'où les quelques 245 000 images Voilà. on comprend. Quelques essais. Il y a une vraie courbe d'apprentissage. Hein. Personne peut être un bon photographe spatial les premiers jours de sa première mission. C'est pas possible. Il faut vraiment... Alors après, je parle même pas de la photo de nuit. Je parle même pas de ces trucs-là parce que là, ça devient vraiment technique. Quoi. Alors, tu as eu la chance d'aller déjà 2 fois sur la station spatiale internationale. Tu nous as dit que la manière dont tu faisais la photographie avait évolué entre les 2 missions. Si tu devais y retourner, est-ce que tu as déjà en tête des choses que tu aimerais faire que tu n'as pas encore faites ou des choses que tu ne ferais plus comme avant? Ouais, il y a des... Alors bon, j'ai quand même pris beaucoup d'objectifs que je m'étais donnés. C'est vrai que quand Laurent dit... Je me rappelle d'ailleurs qu'il m'avait parlé de cette histoire de chasse et de pêche que je trouve très parlante avant ma première mission. Donc le côté chasse, je m'étais vraiment préparé avec plein de cibles que je voulais voir, des endroits où j'étais allé, des endroits qui avaient un sens pour moi, et puis aussi des endroits comme par exemple Uluru, là, cette espèce de rocher au milieu de l'Australie, grand rocher rouge, hyper bizarre, qui se voit pas de l'espace, mais qu'on peut trouver au téléobjectif. Donc tout ça, je l'avais. J'en ai éclusé pas mal. Il m'en manque. Le Machu Picchu, j'ai jamais réussi à l'avoir. Très compliqué le Machu Picchu. Parce que les conditions sont jamais alignées? Parce que en fait, alors déjà il faut, c'est pareil, on peut en parler, mais la station spatiale, elle tourne sur son orbite, au-dessous d'elle, la Terre tourne aussi sur elle-même. Donc en fait, à chaque fois qu'on a fait un tour et qu'on revient au même point, on revient pas au même point vu que la Terre a bougé. Donc il y a cette espèce de deux rotations qui se combinent, qui font que on n'a pas une répétitivité des endroits. Moi, si je veux avoir un bon passage 2 jours au-dessus de Paris, je vais peut-être en avoir 5 dans toute la mission. Pourtant, au Pérou, tu as bien eu les lignes de Nazca. Hein. Tu as réussi à choper les lignes de Nazca. Et ça, c'est pas facile. Mais effectivement, il y a... c'est pas open bar, en fait. Il y a vraiment des endroits... Alors après, surtout que pendant la journée, quand même, on bosse. Donc, si je sais qu'à 15h30, il y a un passage parfait au-dessus de Paris et que je peux me ménager une pause de 5 minutes à cet endroit-là, je vais le faire. Mais la plupart du temps, on n'est pas dispo dans la journée. Le soir, la nuit, on dort quand même un petit peu. Donc, les opportunités sont limitées. Il n'y en a pas tant que ça. Il faut que la météo soit bonne. Parce que surtout ma première mission, qui était une mission d'hiver en fait, dans l'hémisphère nord, les gens y pensent pas, mais en fait j'ai décollé en novembre, je me suis reposé en juin, donc en gros de novembre à avril,
nuages partout, mauvaise météo, impossible de faire des photos bien de jour, quoi. Et même de nuit d'ailleurs. Et puis l'heure du jour aussi. Si c'est trop tard le soir et que la lumière, pour le coup, pour la photo au sol, c'est bien d'avoir des lumières un peu rasantes du matin ou du soir. Pour nous, c'est moins bien parce qu'il y a peu de lumière en fait, donc l'appareil n'arrive pas à capter ce qu'on a envie, quoi. Après, il y a plein d'autres sujets dans le sujet, parce que tu documentes aussi l'ISS et le vaisseau tel qu'il est, des photos un peu de science-fiction presque, où c'est hyper intéressant de voir à la fois la Terre, certes, mais de voir cette création comme ça, qui gravite autour de nous en permanence. Donc ça, c'est un super sujet que tu approfondirais si tu retournais là-haut. Ouais, je pense que je ferais ça, la photo de nuit aussi, la photo plus spatiale, vraiment étoile, si tu veux, astrophotographie, quoi, comme ils disent, Voie lactée, constellation, qu'on fait pas trop dans la station parce qu'en fait, déjà, on a peu de fenêtres qui regardent vers le haut. On a beaucoup de fenêtres qui regardent vers la Terre, mais il y en a aucune qui regarde directement vers le haut. Il y en a qui regardent sur le côté. Et donc, en se tordant un peu la tête, en prenant le hublot de travers, on peut prendre des photos d'étoiles, mais pas tant que ça. Aussi parce que, au final, l'ISS bouge très vite, donc ça n'a pas un avantage phénoménal par rapport à un bon endroit sur Terre où là, on peut être bien fixe et faire de la pose longue et faire des choses comme ça. Mais il y a quand même des choses à faire, surtout avec des avant-plans. Moi, j'aimais bien dans mes photos toujours mettre un peu un avant-plan pour dire, voilà, on est dans l'ISS. C'est pas juste la Terre, tu vois, un truc computer generated ou non, c'est regarde, il y a le vaisseau spatial qui est là, et puis derrière il y a les étoiles, et puis dans le coin il y a la Terre, donc ça c'est un peu de composition. Donc photo de nuit, je le ferai. Quelques objectifs, le Machu Picchu c'est vraiment le monstre de fin de niveau ultime de la photo longue focale. Et puis voilà, peut-être jouer encore plus, tu vois, tu peux mettre des filtres, tu peux faire des tas de choses. Tu sais, ce qui serait cool à faire, c'est de se rapprocher de JR que tu dois connaître. Et imaginer un espèce de portrait depuis l'espace de l'un de ces collages géants. Ça, ce serait... Ils doivent être visibles d'ailleurs, depuis certains, dans les favelas quand au on Brésil. pense les processions là qu'il avait mis en place. Valeria, c'est ça, je crois, de mémoire, au moment de l'invasion de l'Ukraine. C'est tellement des tirages géants, ça, que peut-être on peut les tu vois, tu arrives à le niveau de détail. Pour se donner une idée, c'est souvent ils écrivent des marques commerciales sur le nom des stades aux États-Unis. Ça, t'arrives à lire? Ah ouais. Enfin, sur la photo, t'arrives à lire. À l'œil nu, jamais. Mais et puis dans le viseur, c'est trop petit non plus. Mais quand tu regardes la photo après sur un écran pas trop dégueu, t'arrives à lire. Je ne vais pas citer les marques, mais t'arrives à les lire, quoi. Ok, bon, on va entrer maintenant, si tu veux bien, dans le concret, dans ta pratique très réelle de la photographie à bord de la station. Donc, vous avez des appareils Nikon là-haut, des D5 pour être précis. Ouais, D4S, ma première mission, et D5 la deuxième. Et ça évolue en plus avec le temps, c'est génial. Et vous avez accès à de très nombreux objectifs. Tu en as déjà un peu parlé, du super grand angle fisheye 8 mm jusqu'au téléobjectif 1600 mm. Donc voilà, c'est du super matos, mais pas forcément ce qu'on fait de plus compact et de plus léger, surtout dans un environnement relativement restreint comme celui de la station spatiale. Les photographes terriens, eux, ils ont un sac photo. Toi, tu as tout le matos à ta disposition là-haut, et c'est un équipement collectif. Comment ça se passe, du coup, la gestion de tout ce matériel entre toi et les autres personnes qui sont sur la station? C'est une bonne question. Alors, en fait, nous, on devait avoir quelque chose comme 12 ou 13 appareils photo, enfin 12 ou 13 boîtiers. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais en fait, on en a presque manqué. Parce que en général, on a des boîtiers qu'on va spécialiser parce qu'on va les laisser à un endroit, par exemple dans la cupola, avec des objectifs montés, parce qu'ils vont correspondre à un type de pratique. Et on en a d'autres qui sont individuels. En fait, c'est-à-dire que moi, pendant la journée, j'ai mon boîtier, on met un petit truc qui fait les étiquettes, là, une petite imprimante à étiquettes. J'ai mon boîtier avec marqué Thomas. Tous mes collègues ont le leur. Tu mets l'objectif que tu veux dessus, mais c'est pour faire de la photo de boulot. Ça, c'est intérieur. Donc, je sais pas, il y a des 12, il y a des 24-70, il y a des 28 mm fixes, il y a des 15-35. Mais tu vois, c'est de la photo intérieure, c'est dans les modules. Tu mets un flash, tu mets pas de flash, ce que tu veux, mais c'est un peu ça la monture habituelle. Et puis, dans la cupola, il va y avoir un grand angle qui est monté en général. Et là, c'est pour te faire un selfie devant la Terre. C'est pour prendre en photo. On emmène tous des petits trucs qu'on a envie de prendre en photo pour, je sais pas, la montre de mon frère, l'alliance de mes potes qui vont se marier, l'insigne de l'escadron du truc,
le ballon de rugby du Stade Toulousain, enfin autres, j'en passe les meilleurs. On a ça, et puis les focales longues, elles sont alors un peu dans la cupola, mais breaking news, la qualité optique des fenêtres de la cupola est pas bonne. Et tout ce qui est au-dessus du 200 mm, eh ben, c'est sympa sur le petit écran, là, sur l'appareil lui-même, sur le boîtier lui-même, mais dès qu'on le regarde un tout petit peu plus grand, c'est flou, si la mise au point est pas bonne. C'est dû à quoi? À la qualité des vitres aussi, qui sont rayées? Ouais. Alors c'est vraiment les vitres elles-mêmes, c'est-à-dire c'est une succession de couches qui sont faites pour évidemment laisser passer la lumière, parce qu'on voit à travers, mais ça n'a jamais été fait pour faire prendre des photos 800 mm à travers. Une optique mise devant une autre optique. Voilà, donc c'est un empilement de couches de verre qui ne sont pas faites pour ça. Et en plus là-dessus, ce qu'on met, c'est un protecteur en plastique pour ce que les Américains appellent scratch paint, donc ça dit bien ce que ça veut dire, pour pas rayer les vitres elles-mêmes. Ce qui est un peu ironique, parce que les vitres sont quand même super dures, donc vraiment, si tu avais envie, je pense que tu pourrais pas les rayer. Par contre, la scratch paint, c'est du plastique mou qui est dégueulasse, donc il est hyper rayé, et donc tu te mets des bâtons dans les roues pour prendre des bonnes photos. Il y a des vitres qui sont très bien, il y en a côté russe, c'est celle qui regarde vers le bas, parce que ça a vraiment été pensé pour faire de l'observation de la Terre. Okay. Et donc, il y en a quelques-unes où il n'y a jamais eu de scratch paint. Elles sont ouvertes, les mecs les tapent avec les appareils photo depuis 20 ans, elles n'ont pas une égratignure. Et il y en a une qui est côté américain dans le lab, qui est une grande fenêtre qui regarde vers le bas et qui est aussi de très très bonne qualité optique. Donc tout ce que j'ai fait avec plus d'un 200 mm, c'est pas dans la cupola. Et les gens pourtant là ont cette espèce d'image que vu que c'est la fenêtre panoramique d'observation, c'est là on a l'impression que la photo. Tout se prend depuis la Mais cupola. non. Et justement, alors pour finir le propos, c'est le 800 mm, donc c'est le 800 avec le 1.6. Qui reste en général. J'ai essayé avec le 2, avec le téléconverteur 2 fois, mais là 1600 ça commence à être, ça marche pas super. Il y a très peu de lumière en fait qui rentre là-dedans, même de jour. Et donc c'est vraiment 1.6, 800 c'est l'optimum. Et il y en a quelques autres. Il y a le 400 mm pour faire la photo de nuit. Il y a un 50-500 que les gens aiment bien. Et moi j'appelle un peu ça l'objectif des débutants. C'est hyper arrogant, mais c'est vrai parce que ça te permet de trouver ta cible avec le 50 et de zoomer. Avec le 800, je veux dire, tu la trouves à l'œil, et puis, donc 1600, 1150, et puis paf, en mettant l'œil dans le petit viseur, il faut que tu la retrouves. Je peux te dire qu'au début, c'est impossible. En plus, la station, elle bouge à 28 000 km/h, donc tu attends 2 secondes, donc ça fait 8 km par seconde, tu vois, à peu près. Donc tu attends 2 secondes, ta cible, elle est à 16 km à côté. Donc il faut bien être un peu photographe quand même. Ouais, il faut avoir envie de s'en occuper, quoi. Ça va pas venir tout seul, on va dire. Voilà, mais tout ça pour dire que et donc le 50-500 très bien pour les débutants. Par contre, la qualité des photos est dégueulasse. Enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment pas super. Et donc, il faut prendre les focales fixes. Mais les focales fixes, là, plus dur de trouver ta cible, de te caler, de pas bouger. Mais celle-là, elle reste du coup près des photos qui sont en bonne qualité optique. Voilà, donc c'est réparti un peu partout. C'était quoi tes focales de prédilection? Moi, de prédilection, c'était vraiment... Alors, à l'intérieur, je changeais un peu. Il y avait un 28 mm que j'aimais bien, mais comme c'est fixe, bon, ça te laisse quand même un peu moins d'options. Pour la focale longue, donc vraiment les villes zoomées, tu vois, Paris de jour, hein, parce que de nuit, tu n'as aucune chance. C'était le 800 mm avec le 1.6. Ça, c'est ce qui nous donne le meilleur résultat. De nuit, c'est le 400 mm. Parce que de nuit, en fait, le 800, c'est impossible. Tu as tellement peu de lumière, même une ville qui brille, ça reste un tout petit point à des centaines de kilomètres, tu vois. Donc, il y a zéro lumière. Tu es dans les mêmes problématiques qu'un astrophotographe sur Terre, quoi. Ouais. Mais sauf que la cible, ouais, c'est vrai, quand il essaie et en plus, un truc qui bouge. Ouais. Donc, si tu veux, ça, on peut rentrer dans les détails après, mais il faut compenser toi-même. Déjà, tu es en focus manuel parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour faire l'autofocus, normal. Ce qui est un tout petit peu galère, ce qu'il faut, c'est faire le focus en autofocus de jour. Tu triches parce que la distance de la station, elle ne change pas. Hein. Tu fais l'autofocus de jour, tu switches en manuel, et puis la nuit, tu reprends et tu touches surtout pas ton focus. Bloquer la bague. Ouais. Et tu as même des objectifs avec une mémoire de focus, de mise au point. Tu rappelles la mise au point, toc, les Russes ont ça, nous on n'en a pas, les Russes en ont une, on n'en a pas. Une fois que tu as fait ça, l'ISO, faut pas trop déconner, mais tu es obligé d'être à 8000, 11800. Ah oui, non, vous les poussez. Ah ouais, tu es obligé. Ouais. Je te dis, il n'y a rien.
Et après, évidemment, tu ouvres autant que tu peux, autant que l'objectif te le laisse faire. Et puis après, tu joues avec ta vitesse, quoi. Ta vitesse d'obturation, c'est le seul paramètre que tu peux choisir. Tu as mis l'ISO à fond, tu as mis voilà. Et donc, là, tu es obligé d'être à 25, 1 sur 25, 1 sur 15, tu vois. Donc, ça commence, c'est quand même du clic. Et là, pendant ce temps-là, ta station, elle a fait 8 km par seconde. Et en plus, toi, avec on en parlait tout à l'heure, tu es quand même dans une photo pas stable du tout. Et en gros, pendant ce temps d'ouverture, de nuit, si toi, tu compenses pas le mouvement de la station, ta photo, elle est floue. Si toi, tu as été parfaitement immobile, elle est floue. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient une technique de... Tu gardes le cadre. C'est-à-dire, toi, ton job, c'est de garder alors que la station défile, toi, il faut que tu gardes le même... à la rotation près, hein, mais il faut que tu gardes le même cadre. Donc, en fait, tu prends cette vitesse, et une fois que tu as pris cette vitesse, clac, tu ouvres et tu fais ton 1,15 et tout 1,25, et tu sais que tu vas bouger pendant le shutter, mais c'est ce que tu veux. Et en général, je chope Paris, je fais 100 ou 150 photos, allez, il y en a 5 de pas flou. Et tu la regardes tout de suite, tu regardes la netteté. Ah ouais, je regarde tout de suite. Ouais. Les photographes de sport se reconnaîtront dans cette problématique, parce que ça ressemble beaucoup au flou de filet. Hein, finalement. Carrément. C'est exactement ça où tu suis cette mécanique-là. Sauf que là, c'est toi qui bouges, c'est pas le sujet. Quoi. Sur les boîtiers, on voit sur les photos un peu qui sont accessibles sur le Flickr de l'intérieur, que sur les boîtiers, il y a des velcro bleus. Un peu sur les boîtiers, sur les optiques, c'est pour les fixer au mur et que ça bouge pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il y a une salle d'armes un peu. Ouais, t'as tout au mur, exactement. Mais c'est hyper pratique. Hein. Et un petit velcro, paf, le plus gros objectif que tu as, il tient au mur. Hein. Et on a aussi un endroit, je sais pas si c'est souvent pris en photo, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de photos, mais on garde tous les objectifs. Et puis le reste, on a des petits déclencheurs, tu sais, filaires. Si on veut même pas du tout toucher au boîtier, parce que tu n'as vraiment pas du tout envie de bouger, tu peux le déclencher en remote. Tu as tout un tas t'as du matériel pour nettoyer. Tu as toute une caverne d'Alibaba là, de photos, mais dont on sert très peu. Et au final, ces appareils photos sont toujours un petit peu répartis partout. Hein. Et tu parlais de la stabilisation tout à l'heure. J'y reviens parce qu'il y a un petit détail. Est-ce que ça veut dire que pour viser, tu cales le boîtier contre toi pour être le plus stable possible, ou est-ce que tu vas t'autoriser parfois de viser avec l'écran LCD ? Non, alors j'ai essayé le viser avec l'écran, mais j'ai jamais trouvé ça bien. Sachant que c'est pas le point fort des réflexes non plus. Non, et c'était pas satisfaisant. Il y a des gens qui essayent de faire ça aussi, notamment pour la photo de nuit, mais moi je trouve que ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est, en fait, moi ce que je faisais, c'est que non seulement donc tu cales tes deux pieds, et si tu peux pas caler une main, ce qui est quand même souvent le cas, parce que pour bien stabiliser, tu as un peu besoin des deux mains avec des longs objectifs, et ben en fait je le cale contre la fenêtre. Soit où je le cale contre la fenêtre, où il faut trouver un coude, il faut trouver une épaule, il faut trouver un truc, et puis après tu fais ta rotation, ton mouvement comme ça, en restant calé. Ouais. Et de jour, vous pourriez utiliser un trépied, tout simplement. Ouais, d'ailleurs on le fait. Hein. On a alors c'est pas des trépieds, ça s'appelle bow and arm, donc c'est des espèces de bras articulés. C'est les bras magiques. Les bras magiques. Et donc nous, ça c'est l'outil, le killer item dans la station, parce que comme les appareils ont pas de poids, tu peux les mettre n'importe comment, n'importe quand, autant que tu veux. Tu peux mettre le 800 mm sur un truc comme ça, hop, de coup tu serres deux vis et puis le truc il tient, il bougera pas. Donc ça c'est très pratique. Pour la photo de nuit, version un peu time-lapse. Pour les time-lapse, évidemment, de jour aussi, on fait beaucoup ça. On fait les photos, il y a tout l'équipage, évidemment, on se le fait un peu au retardateur sur un pied. Donc on sert beaucoup de ça. Après, pour la photo de chasse, on va dire, donc là, tu as vraiment une cible et tu veux la prendre, ça passe pas, il faut que tu sois réactif. Là, c'est un mal levé. Ok, donc là, on a beaucoup parlé des photographies qui sont prises depuis l'intérieur de la station, mais des fois, vous sortez aussi et vous faites de la photo en extérieur. Et là, on voit que c'est pas tout à fait les mêmes boîtiers. Pour le coup, ils sont recouverts d'un espèce de housse, je dirais, de protection blanche. C'est vraiment des boîtiers qui sont dédiés à la photographie extérieure. Même pas, tu vois, c'est en fait les mêmes. T'en prends un, tu lui mets une cover. Et ouais. Alors il va prendre plus de radiation à l'extérieur. À une époque, c'était même pas les mêmes cartes. Les cartes SD, c'était pas les mêmes. Ouais. Il y en avait certaines qui étaient faites pour aller dehors et d'autres non, sans doute pour des résistances à la radiation. Mais maintenant, c'est plus le cas. On les prend indifféremment.
Et donc, c'est le même boîtier. Le choix d'objectif est vachement plus restreint. Par contre, c'est en général soit le 28. De toute façon, c'est du fixe. Hein, on va pas changer la focale ou zoomer parce qu'on a accès à rien en fait avec nos gros gants pressurisés. C'est des gants de boxe. Tu peux pas viser, tu peux rien faire. C'est de la photo en gants de boxe. Alors, on peut pas viser. On lui met sa petite couverture. On lui met une interface pour pouvoir se l'accrocher sur le scaphandre. Tout a des interfaces un peu standards, des interfaces avec des crochets, des petits dérouleurs pour l'accrocher. Une espèce de comment ça s'appelle tu vois, comme les dérouleurs de badge de ski là, ou le truc comme ça. Mais on est un peu plus costaud pour que tu puisses pas le perdre parce qu'à l'extérieur, le grand danger, c'est de laisser échapper les choses. Et donc, il y a tout ça, la couverture blanche. Moi, j'étais étonné. Hein, je me disais quand même, le vide de l'espace, au soleil, tu es à plus 150 degrés, tu es au froid, tu es à moins 150. Hein. Et donc, avec juste une petite, avec sa couverture blanche, c'est bon. Les appareils sortent, ils rentrent, pas de problème. Et on a juste un espèce de petit, je sais pas comment appeler ça, eyelet en anglais, qu'on visse sur le viseur, qui est un espèce de grand angle. Ouais, voilà, appendice oculaire, grand angle de viseur, si tu veux, parce qu'on ne pourra pas coller l'œil. Tu as le scaphandre, tu as la vitre. Donc, avec ce truc-là, normalement, on pourrait à peu près viser, sachant que tu es à 20 cm de tes yeux, mais en fait, on vise au pif. Hein. On le prend à la main, puis en plus, on est tellement pas mobile, on est tellement déjà rien qu'appuyé sur le déclencheur avec les gants. Tu sais jamais si tu as vraiment bien appuyé. Tu as des gars qui pensent toujours qu'ils ont pris une photo, ils l'ont jamais prise. T'en as qui le prennent. Et rien que de tenter des prises de vue lors de sorties extravéhiculaires, ça a l'air incroyable. En soi, t'en as fait, je crois, 6. Ouais. Ça représente quoi, 40 heures à peu près C'est ça. Ouais, et t'as pris combien de photos à peu près en extravéhiculaire? Je sais pas, mais j'en ai pris. Je veux dire, ça dépend quand même largement des choses que tu as à faire. Parce que si tu es un peu en avance, tu avais une tâche un peu plus facile et que là, tu as 10 minutes, de toute façon, il faut que tu te resynchronises avec l'autre gars et que lui finisse sa tâche, tu n'as vraiment rien que tu puisses faire. Bon, voilà, tu peux prendre 10 minutes de photos, tu vas en prendre 50. Mais il y a des sorties où j'ai fait 50 photos. Quoi. Il y en a une où j'ai peut-être fait 300 ou 200. Mais c'est un effort, hein, je te jure, physiquement, c'est gants de boxe. Au bout d'un moment, tu te dis attends, est-ce que je dépense mon énergie à bon escient? Et puis tu sais vraiment jamais ce que tu vas avoir parce que le cadrage, tu n'as aucune idée, tu cadres au pif, quoi, à la main levée, comme ça, clic, 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 clic. Ils sont en ISO auto quand on est dehors. Donc bon, tu essaies de t'adapter à peu près aux conditions, mais entre la nuit, ça marche pas bien, le jour, le contre-jour, tu as le soleil derrière, tu as le soleil devant, ça brille, c'est quand même un peu la surprise. Hein, ce que tu sors quand tu regardes ce que tu as sur la carte SD en revenant de la sortie, c'est un peu random, quoi. Oui, c'est vrai, parce que on va quand même peut-être rappeler pour les auditeurs qu'on sort pas comme ça de la station spatiale internationale en mode je vais aller me faire une petite balade dehors pour faire de la photo. C'est des choses qui sont extrêmement préparées, précises et minutées, quoi. Ouais, ça prend des semaines. Alors pour les équipes au sol, ça prend des mois de préparation. Pour nous, même à bord, on commence à s'y préparer quand même quelques semaines à l'avance, préparer le matériel, les scaphandres, nous préparer nous-mêmes. Il y a toute une procédure qui est écrite dans les moindres détails avec un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, etc. Préparer les équipements et tout. Non. Et puis le jour même, on commence à 5h30 du matin et on sort en général entre 12 et 13h. Donc tu as déjà 6 ou 7 heures de préparation le jour même avant d'être capable de sortir. C'est pas Sandra Bullock qui saute dans son scaphandre et allez hop, on est sorti en culotte là. Non, c'est pas comme ça. Je t'entendais recommander plutôt Seul sur Mars, hein, parce qu'on fait une petite parenthèse cinématographique. Oui, il est trop cool ce film. Il est super, il est non seulement trop cool et apparemment il a l'air plutôt réaliste. Ouais, il est plutôt réaliste. Ouais. Il y a des endroits où tu te dis bon, nous on sait pas se poser sur Mars, en fait c'est un peu compliqué parce que c'est difficile de mettre 40 tonnes sur la surface de Mars. Mais eux, ils commencent le film, ils y sont déjà, tu vois. Donc l'ellipse est un peu faite sur les et du coup, mais c'est malin parce que tous les sujets qui à la limite poseraient un petit peu problème, il y a un peu des ellipses qui sont faites et tout ce qui décrit c'est très réaliste. Moi j'ai vraiment bien aimé aussi l'ambiance, les mecs qui s'envoient des vannes à longueur de journée et c'est comme ça dans la vraie vie, si tu veux. C'est pas parce que t'es astronaute que t'as pas le droit d'avoir le sens de l'humour et on est hyper bons camarades, donc on se charrie toute la journée gentiment, tu vois. Bon, tant qu'on n'en est pas à parler de Mars, si un jour tu avais la chance de mettre le pied sur la Lune, qu'est-ce que t'emmènerais dans ton sac photo? Je rappelle qu'à l'époque d'Apollo 11, les gars, ils étaient partis avec des boîtiers argentiques moyen format modifiés Hasselblad. Ouais.
Une autre époque, hein, évidemment. Ouais, une autre époque. Aujourd'hui, écoute, on serait en numérique, c'est sûr. Je pense que je vais botter un peu en touche pour vexer personne, mais le choix serait pas le mien, si tu veux. C'est quand même les agences qui décident un petit peu de tout ça. Mais je pense qu'il faut... alors déjà, c'est hyper monochrome, la Lune, en plus. C'est le seul truc un peu galère. Si t'aimes la photo en noir et blanc. Il y a des boîtiers monochromes. Hein, il y a des boîtiers monochromes. Parce que dans ton livre, il y a surtout de la couleur. Là, il faudrait... Oui, c'est vrai. Là, il faudrait changer un peu composition un peu différent. Non, mais écoute, je prendrais à peu près, je sais pas, j'ai envie de te dire la même chose. Moi, je me suis habitué, par habitude, on va dire un peu des choses qui ressemblent à ce qu'il y a dans la station, allez, sans faire de pub à personne. Ok. Sauf que là, il faudra faire ton sac photo avant de décoller. Oui, c'est vrai. Parce que là, le matos t'attend pas là-bas, il faudra partir avec un sac. Mais tu sais, dans le Dragon, dans le Soyuz, on n'avait pas d'appareil photo, mais dans le Dragon, il y a un appareil photo dans le Dragon, un petit sac qui ressemble à un sac photo en fait. C'est les mêmes sacs, on a les mêmes sacs un peu cubiques, c'est devenu l'unité de mesure du volume à bord de la station, parce que tout est mesuré en sac. Et on en a un avec appareil photo, il y a un 400 je crois. Et puis je crois qu'il y a 3 objectifs, mais tu montes avec, donc tu peux faire les photos dans ton Dragon ou de la station en approchant. Bon. La prise de vue, c'est une chose. La post-production, c'en est une autre, évidemment. On vous propose d'écouter de nouveau Ludwig Wallendorf, qui nous explique les contraintes de post-production inhérentes aux photos prises depuis la Station spatiale internationale. Pour faire simple, les problématiques de la photo à travers un hublot de station spatiale sont à peu près les mêmes que la photographie à travers un hublot d'avion. On va avoir un problème de voile atmosphérique, on va avoir un problème de flou de bouger et un problème de diffraction parce que le hublot va déformer les détails du fait de sa présence. Et donc, on se retrouve souvent avec, quand on regarde les photos à 100%, avec des détails qui ne sont pas très nets. Donc, en repartant des bruts, on va pouvoir retravailler ça, essayer de réaffiner les détails et de corriger la netteté pour obtenir des tirages qui soient jolis quand on les tire en grand. Le voile atmosphérique est également un gros problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une perte de contraste et un voile bleu qui est assez désagréable, donc sur lequel on essaie de travailler pour rendre les photos fidèles à ce que lui a vu quand il était dans l'ISS. Donc ça, ce sont les problématiques sur les photos de jour. Et les problématiques sur les photos de nuit, c'est que on va pousser les ISO au maximum. Donc il va falloir essayer de réduire le bruit de manière à obtenir quelque chose d'un peu plus joli, d'une part, et de pouvoir aller rechercher dans les basses lumières des détails qu'on n'aura pas bien, parce que si on pousse des basses lumières d'un diaph alors qu'on est déjà très très haut dans les ISO, c'est pas très beau. Donc il faut récupérer du bruit sur les photos de nuit pour pouvoir se permettre de rééquilibrer les différentes ambiances lumineuses et obtenir quelque chose de réaliste. On sent qu'il a bien travaillé son sujet. Au cours des 2 missions, tu as fait à peu près 250 000 photos. Tu estimes qu'il y en a 5 000 de bonnes, ce qui fait donc 2%. Quand tu es là-haut, tu bosses en RAW et en JPEG ou que en JPEG ou... Alors, il y a les 2 écoles à bord de la station. Les Russes, c'est quand même un peu divisé en les Russes et les autres, en fait. Pas à cause de l'Ukraine ou des choses comme ça. C'est juste de conception. Les Russes, ils avaient la station Mir, ils avaient leur matos, leur technologie. Et puis les Américains, ils avaient leur projet de station de leur côté, où ils avaient un peu embrigadé les Européens et les Japonais. Et puis un jour, on a décidé de mettre ces 2 trucs-là ensemble. Donc, on a collé les 2. Et donc, il se trouve que, c'est pas le même voltage, c'est pas le même techno, c'est pas le même truc. Et c'est un peu, ensemble, on est tous là-haut, on est tous amis, tous un même équipage, tout va bien. Mais la station est un peu, de facto, coupée en 2. La partie russe et la partie qui a été faite par tous les autres ensemble. Et donc, pour les appareils photo, c'est un peu pareil, bizarrement. Et les centres de contrôle aussi gèrent les photos différemment, etc. Longue introduction. Les Russes, ils font le RAW et le JPEG, toujours. Les deux. Okay. Nous, on fait que l'euro. Et nous, on descend toutes les photos qui sont prises. Et quand tu dis 250 000 ou 245 000, c'est parce que surtout, ça a beaucoup monté. Pendant la 2e mission, je fais beaucoup de time-lapse. Et alors là, tu claques 2000 photos à chaque fois. Donc là, le chiffre monte quand même vachement rapidement. Mais en gros, toutes les photos, toutes les cartes SD que tu as mis dans l'appareil photo, après tu la mets dans ton lecteur dans l'ordinateur, il y a une petite routine qui balance tout au sol à la NASA. Eux, ils ont toutes les photos qui ont été prises dans l'histoire de la station spatiale sans exception. Ce que je faisais moi, c'est que en même temps de faire... J'ai des collègues qui font que ça. Si tu n'as pas envie de les mettre sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas envie de te garder tes photos à toi, tu fais que ça. Elles sont quelque part dans une base de données, hyper dur de les retrouver.
toi, tu te rappelles que tu as pris une photo du Machu Picchu. Alors là, bon courage de les retrouver dans les 800 milliards de photos de la NASA, quoi. Et même si c'est bien classé quand même. Moi, à chaque fois, je me balayais un peu la carte SD, surtout quand c'était des trucs que j'avais décidé de prendre. Je me disais, celle-là est bien, celle-là est bien, celle-là est bien. Boum, j'en faisais des JPEG. Que je me gardais moi. Moi, je savais que le RAW, j'allais le retrouver plus tard. Après la mission, que la NASA allait tout me redonner, ça allait aller. Mais pour mon usage immédiat, qui était la partager, le mettre sur les réseaux, etc., j'en faisais un JPEG en plus, il fallait que j'envoie par mail. Je ne pouvais pas la poster directement, mais je l'envoyais par mail avec le texte. Mais tu avais des machines assez puissantes, parce qu'on a l'impression que les laptops, ils sont d'un c'est autre nul. âge sur les photos. 145 000 photos, RAW plus JPEG d'un D5, c'est quand même de la donnée à traiter. Ah ouais, mais c'est nul, t'imagines même pas. C'est des laptops des années 90, enfin presque. Pour te dire, les laptops, on les a, moi et mon équipage, on les a changés vers la fin de ma première mission. Donc, ils datent de 2017. Et donc, en 2017, c'était déjà des laptops de 2012 parce que le temps qu'ils soient testés, qu'ils soient machinés, qu'ils soient spatialisés un petit peu, qu'ils soient testés, qu'ils soient envoyés là-haut, etc. Donc, tu vois, et là, c'est les mêmes. Donc, les laptops, c'est des trucs d'il y a au moins 10 ans. Parce que si tu montes avec un Z9 qui fait 45 millions de pixels, du coup, c'est pas traiter bon. des RAW, ça va être compliqué. Par exemple, on avait une caméra cinéma, une RED, là, on en avait deux d'ailleurs, une grosse RED qui prenait, je crois, du 8K. Qui fait de la 8K, ouais, sûrement. Et alors là, non, ça pouvait pas marcher, quoi. Et non seulement il y a ça, mais il y a en plus le bottleneck de la communication avec le sol. On n'a pas la fibre optique pour balancer des gigas par seconde. C'est pas comme ça. Hein. Donc là, il fallait redescendre les disques durs. Mais alors, pour le 8K, en fait, on laissait le disque dur branché et genre une semaine après, en plus, c'est low priority, hein, si tu veux. Ce que la NASA veut, c'est les données de la station, les trucs des expériences scientifiques, les machins. La photo, c'est optionnel. Donc, quand ils avaient le temps, pendant la nuit, quand il y avait moins d'échanges, ils en téléchargeaient un petit peu ou ils le laissaient, tu vois, goutte à goutte. Et ça prenait mais une semaine, des fois, de télécharger les vidéos. Peut-être le dire à Tom Cruise, hein, ça va leur refroidir. Mais non, mais c'est une vraie contrainte, quoi. C'est aussi pour ça que... Tom Cruise, il enverra une navette c'est ça, il fera un truc. Rushs. Non, mais c'est aussi pour ça que quand tu parles de tourner à bord, tu vois, tu te rends compte que c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il y a plein de contraintes. Alors, on parle même pas du fait que ce soit exigu, on n'a pas de lumière, on n'a pas de matos vraiment professionnel. Il faudrait 10 personnes, tu vois, un gars qui fait le son, un cadreur, un truc pour faire du vrai cinéma. Nous, tu es à la fois devant et derrière la caméra, c'est hyper limité. Enfin, bref, voilà. Moi, je gardais mes JPEG. Que je faisais vraiment à la mano, la post-production pour le coup, tu vois, quand je dis que je suis pas photographe, parce que vraiment ça, j'ai jamais appris à le faire. Et autant les photos, j'aimais bien les faire, mais autant, bon, ça j'aimais bien aussi, mais j'avais pas le temps. Et le soir, tu vois, je le faisais vite fait pour que ça fasse un JPEG de 2-3 mégas, pas trop dégueulasse, avec un peu de couleur, un peu de contraste, etc. J'avais appris tout seul sur un logiciel gratuit qui tourne sur des laptops d'il y a 10 ans. Et ça suffit pour les réseaux sociaux. Par contre, si tu veux les mettre en 4:3 sur un mur, là, ça suffit plus. Et c'est pour ça qu'on y retourne en ce moment, notamment avec Ludwig, qui lui est un vrai pro, et qu'on regarde ça ensemble et qu'on essaie vraiment de refaire le boulot que moi j'ai fait là-haut, vite fait, un peu à la chaîne, un peu en 10 secondes avec des buts différents parce qu'il faut se les taper toutes les 5000 photos. Et là, on prend les meilleurs, on les retraite, on en fait quelque chose de bien pour le livre de photos, pour des expos, pour des choses comme ça. C'est ça que tu vas ressortir un nouveau livre à partir de ces RAW retraités. Ouais, on va en fait, là pour ce livre-là, donc quand je dis ce livre-là, c'est La Terre entre nos mains, celui qui est sorti en octobre de l'année dernière. Ça a été un peu speed après la mission, donc on a fait du super boulot, on a fait un peu de traitement, on a fait des choses comme ça, le livre est bien, mais moi j'ai quand même eu la frustration on est quand même reparti un peu des JPEG que j'avais postés, si tu veux, donc le format est pas énorme, voilà, mais moi je savais que quelque part derrière, on pouvait ressortir des milliers d'étoiles qui se voyaient pas, comme il le dit lui-même, dans les basses lumières, il y a plein de trucs qui sont pas là, il y a un peu de bougé, il y a un peu des couleurs qui sont pas hyper ce que j'aurais aimé qu'elles soient, mais on n'a pas eu le temps, on a fait du mieux qu'on pouvait, etc. Là, on s'est dit, on va prendre 1 an, on va repasser là-dessus, on va rajouter des photos qui ont été un peu oubliées ou pas tellement considérées à l'époque que moi j'aime bien, et puis on va retraiter les mieux et en faire un boulot un peu mieux, quoi. Alors, La Terre entre nos mains, c'est pas la première publication que tu as eue. Il y a eu un album RSF aussi qui t'a été entièrement dédié. Et juste, je précise quand même que La Terre entre nos mains, qui est sortie l'année dernière chez Flammarion, l'ensemble des droits d'auteur sont réservés pour les Restos du Cœur. Ouais. Ce qui m'amène à cette question-là. Finalement, qui est propriétaire des images que tu fais sur la station spatiale? C'est toi ou c'est l'ESA? Non, c'est une vaste question. C'est plutôt l'ESA.
Mais le copyright, d'ailleurs, c'est NASA, ESA, Thomas Pesquet, le copyright. Parce que, évidemment, c'est de la propriété intellectuelle, du moment que c'est toi qui cliques, du moment que, etc., tu as ton intention d'artiste et tout et tout. Par contre, effectivement, c'est vrai que si les agences ne t'envoient pas dans l'espace, ces photos n'existent pas. Donc, évidemment, personne n'a prévu de faire de procès à personne. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Mais traditionnellement, les agences disent les photos nous appartiennent, ça va bien à tout le monde, etc. Nous, tout ce qu'on en fait, moi, tout ce que j'ai envie d'en faire, c'est de dire, d'accord, mais si on les publie, on négocie des droits d'auteur et on les donne à une ONG et comme ça, tout le monde est content, quoi. Là, on a beaucoup parlé de technique, on parle d'images, de photos que tu vas même retraiter pour les embellir un peu plus. Mais dans le livre, il y a surtout beaucoup de textes qui font aussi une bonne partie, si ce n'est la grande majorité de la partie de l'intérêt de l'œuvre, on va dire. Il y a quand même un discours engagé de ta part, aussi dans ta prise de vue. Tu vas continuer sur cette voie-là ? Ouais, on va essayer parce que c'est important. Je pense que c'est évidemment, tout le monde le sait, on fonce des portes ouvertes, mais c'est le côté environnement, c'est le grand stress, le grand truc anxiogène de tout le monde et notamment des jeunes générations. C'est un peu le combat de l'époque, on va dire. Moi, c'est marrant en parlant avec des gens plus âgés. Eux, le combat après la Deuxième Guerre mondiale, cette génération-là qui est née dans les années 50 leur grand combat, c'était de faire la paix, si tu veux. C'était les boomers. Les boomers. C'était de faire la paix. C'était ça le combat. C'est l'environnement. Bon, déjà, si on pouvait arrêter de se faire des guerres tous les 50 ans en Europe, et eux, ils ont réussi à faire ça. C'était leur grand combat. C'était bien. Nous, notre grand combat, maintenant que ça, c'est fait, si tu veux, c'est fait. On voit bien que c'est quand même pas non plus... des fois, c'est un peu difficile, mais bon, bref. On va dire globalement, c'est fait. Et maintenant, le combat, c'est l'environnement. Et ça, c'est plutôt celui de notre génération. Donc, en plus, le point de vue, moi, je trouve, t'oblige un peu à réfléchir sur la position de la Terre, sur ce côté vraiment oasis en fait au milieu de rien, et donc voilà, quitte à montrer des jolies photos, autant t'en servir pour que ça passe des bons messages, quoi. Oui, jolies et effrayantes parfois quand tu décris les feux notamment. Bon. Ah oui, ça on a vu des trucs, et encore il y en a que j'ai pas bien réussi à faire, mais on a vu des cendres, pas de la fumée, mais des cendres qui montent jusqu'en haut de l'atmosphère. Donc l'atmosphère, normalement, cette espèce de bulle, c'est une bulle assez diffuse, et là vraiment le haut était hyper marqué. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y avait une espèce de couche grise, c'était plein de cendres, tous les feux de Californie, tous ces trucs-là, ça montait tellement haut que paf, ça allait se bloquer en fait à la limite, et tu voyais vraiment des cendres dans la stratosphère là tout en haut. J'avais jamais vu ça. Alors pour finir, on va parler un peu d'avenir et de tes projets photographiques. Donc tu l'as déjà évoqué, tu es en train de travailler sur un nouvel ouvrage, le projet, si on peut l'appeler comme ça, 3 regards, une planète, initié par Nikon. Alors, c'était d'abord une conférence l'année dernière au Salon de la Photo. Il y a a priori une exposition qui est en préparation. Laurent Balesta, qui est un célèbre plongeur et explorateur des fonds marins, avec qui tu partages beaucoup de points communs, finalement, et avec qui tu as déjà échangé. Lui, depuis sa station spatiale sous les eaux, et toi, depuis la station spatiale internationale. On l'écoute parce qu'il se souvient de cet échange qui était pour le moins hors du commun. D'abord, il y avait un sentiment de fierté, puisque je ne sais plus qui nous avait dit de l'équipe, c'est sans doute la première fois qu'il ne fera pas un duplex avec quelqu'un de la planète Terre. Et c'était drôle parce qu'il disait oui, parce que vous n'êtes pas sur la planète Terre, vous êtes sur la planète mer. Et je trouvais ça drôle. Et puis, je m'étais dit que j'en avais vu plein des interviews de Thomas depuis l'espace. Thomas en train de parler à plein de gens. Le nombre astronomique de questions qu'on lui pose, parfois souvent les mêmes. Et alors, comment tu fais dans l'espace et pour dormir? Et comment tu fais pipi? Et comment on mange dans l'espace? Et enfin bon, toujours un peu les mêmes questions. Et lui, obligé, avec beaucoup de discipline et d'enthousiasme d'ailleurs, hein, c'est presque bravo pour ça, de continuer à répondre encore une fois, 1000 fois, 100 000 fois un peu aux mêmes questions. Alors avec les copains, nous on s'était dit, mais on va pas lui poser de questions. Dans un premier temps, en tout cas, on lui pose pas de questions. Au contraire, on va lui parler. Peut-être que ça va lui faire plaisir pour une fois que quelqu'un lui raconte autre chose, lui raconte sa propre histoire. Et nous, on vivait une aventure incroyable. On était au fond de la mer, pressurisé dans notre station spatiale. Et je m'étais dit ça, je vais plutôt lui raconter notre station spatiale. Je vais lui raconter, nous, comment on mange, comment on fait pipi, comment on vit là, enfermé à 4 dans 5 mètres carrés, comment on sort tous les jours pour aller sous l'eau, etc. Et j'ai été très touché parce que j'ai vu en face de moi, par écran interposé, quelqu'un qui était
hyper curieux, qui avaient envie effectivement de savoir ce qu'on faisait, d'en apprendre un peu plus. Du coup, il était tellement réceptif à notre histoire qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour lui poser des questions à la fin. Le temps est passé très très vite pour une fois. Dans ce petit habitacle pressurisé, là où pourtant le temps passait tout doucement, ben là, c'est passé très vite. Cette discussion entre la Station spatiale internationale et notre petite station spatiale qui était au large du Cap Corse. Ça ressemble beaucoup, hein, finalement, ce que Mais toi tu ouais. vis là-haut et ce que lui il vit Mais là-dessous. plutôt. exactement, on en parlait et ça me fait sourire parce que effectivement c'était ça, les gars, ils m'ont tout raconté. Mais moi j'étais content, si tu veux, effectivement, ça me faisait un peu des vacances, c'est pas le cas, mais je découvrais des trucs, ils me montraient tout le détail de leur aventure, c'était chouette. Et ouais, il y a plein de points communs. Moi je dis toujours la station spatiale, c'est un sous-marin à l'envers en fait. C'est les mêmes, quand tu regardes, c'est des gros sas qu'on ferme, c'est clunk, 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 clunk pour que ça soit étanche, des grosses portes, beaucoup de métal. Et sauf que nous, on a la pression à l'intérieur. Parce que nous, on a besoin de la pression atmosphérique pour respirer de l'air. Et à l'extérieur, c'est le vide. Donc nous, on a la pression à l'intérieur et le vide à l'extérieur. La différence de pression fait que tu as des contraintes mécaniques. C'est pour ça qu'on a des grosses parois en acier, etc. Qu'il faut que ça soit étanche. Mais un sous-marin, c'est tout le contraire. Eux, ils ont la pression à l'extérieur qui essaie de les écraser et il faut qu'ils y résistent. Nous, on a la pression à l'intérieur qui essaye de sortir et il faut qu'on y résiste. Mais c'est les mêmes problématiques. Voilà, le confinement, la nourriture, la vie de tous les jours, l'éloignement psychologique, le côté un peu physique extrême, le risque. On parle de tous ces trucs-là avec des gars comme Laurent parce qu'on a ça en commun. Ouais. Et cette discussion avec Laurent et avec Vincent lors du Salon de la Photo, donc c'est les prémices d'une exposition qui est en train de se préparer. Comment toi tu prépares ça? C'est quand même nouveau pour toi d'être exposé avec deux autres photographes reconnus comme tels. Ouais, bah écoute, moi j'ai la honte totale parce que c'est là aussi que je me rends compte que les gars, non seulement moi, ils sont super bons photographes, mais quand tu regardes les clichés qui te sortent, ils sont super léchés, tu sens qu'ils ont bossé dessus. Et moi j'ai mes trucs à moitié bruts de décoffrage qui arrivent de la station, là, avec 10 secondes de traitement en mode automatique. Et donc ça a renforcé. Quand on a fait cette petite conférence, je me suis dit, attends, si on veut mettre les photos au mur, là, il faut quand même les reprendre. C'est pour ça que tu rebosses tes RAW aussi. C'est pas que pour ça, mais c'est dès le début, j'avais envie de le faire, mais pas le temps, et non plus pas les connaissances. C'est pour ça que je fais appel à des gens comme Ludwig et d'autres qui eux savent le faire et qui peuvent me conseiller, m'aider. J'ai toujours voulu le faire, et là vraiment de me dire, attends, si je vais me mettre avec des pointures comme ça à côté, là ça va vraiment être trop la honte. Il faut faire quelque chose. Un peu dur avec toi-même, je trouve, moi. Non, mais attends, j'aime beaucoup mes photos. Le secret de la réussite, l'humilité. Hein. Voilà, mais elles sont jamais assez bien. Elles sont jamais assez bien. Il y a toujours des trucs mieux. Il y a toujours, t'aurais pu, tu vois. C'est vrai que quand on regarde Don Petit, franchement, il y a une petite marge. Non, mais oui, c'est vrai. Non, mais je te promets. Regardez son travail. Regardez le travail de Ludwig Wallendorf aussi, au passage. Son Instagram avec toute une imagerie à 360 degrés, des photos industrielles. Je ne connaissais pas son travail. Et ça vaut le coup. Super. Photo de concert aussi. Pendant très longtemps, été photographe de concert. Bon, tu as quand même des confrères à toi dans l'espace. Alors, c'est des confrères un peu robotisés, des satellites et des télescopes, Hubble ou Persévérance, qui livrent aussi des images absolument délirantes depuis l'espace. Quel regard finalement tu portes sur ces images-là, alors que ça soit d'un point de vue scientifique ou esthétique, hein, finalement, parce que les deux points de vue se valent. Ouais, je pense que c'est exactement ça. En fait, c'est que la plupart des gens, moi y compris, comprennent pas vraiment ce qu'on voit sur une image de bol. Hein. Si tu as une nébuleuse, le truc, les piliers de la création, c'est des trucs qui nous dépassent. Si tu veux, c'est des échelles de temps, c'est des échelles géographiques complètement dingues, mais on trouve ça beau. Oui, puis elles sont colorisées. Hein. Elles sont colorisées, aussi. Ouais. Il y a des couleurs, mais elles sont un peu boostées, etc. Mais c'est pas aussi joli que ça. C'est vrai quand tu les regardes brutes. D'ailleurs, c'est même pas un truc que tu peux voir vraiment brut parce que c'est tellement loin, Puis quand tu regardes loin, tu regardes dans le temps. Ça aussi, c'est le truc un peu dingo de la photographie spatiale. C'est que la lumière, elle est tellement loin qu'elle a mis 10-15 secondes à t'arriver. Tu vois. Donc en fait, ce que tu immortalises en cliquant, ça s'est passé pas au moment que tu cliques, ça s'est passé 15 secondes avant. Et plus tu regardes loin, et c'est comme ça qu'on remonte jusqu'au Big Bang, etc. Donc
la lumière, elle a été produite il y a 100 ans et elle arrive dans ton appareil photo. Et en fait, toi, tu captes un truc qui s'est passé il y a 100 ans et t'en sais rien ce qui se passe là-bas sur la planète à ce moment-là. C'est un peu flippant. Mais c'est sympa. Mais moi, je trouve qu'il y a ce côté vertigineux qui nous dépasse et c'est ça que j'aime bien dans l'astrophotographie, dans les photos Hubble ou même tous les gars hyper talentueux, les filles qui prennent la Voie lactée, des nébuleuses, des tas de choses qu'on peut voir. Ça nous dépasse tellement cette histoire-là, ça nous renvoie tellement à notre petitesse, à notre finitesse que moi, ça me fascine. Bon, et ton prochain projet en tant que photographe, est-ce que c'est aller faire un selfie sur la Lune? Oui. Oui, alors non, il faut. Ouais, bien sûr, mais un selfie ou même, je pense qu'on ferait mieux qu'à l'époque. Enfin, c'est sûr qu'on ferait mieux qu'à l'époque en termes de photographie. En plus, tu sais, il paraît que, je sais pas si c'est vrai, mais la rumeur dit que Aldrin était tellement vexé d'être le deuxième et pas le premier que lui a pris aucune photo. Il n'y a pas de photo de Neil Armstrong sur la Lune. Hein. La seule photo qu'il y a, c'est sa réflexion dans le viseur du casque d'Aldrin. Il n'y a aucune photo. Cette fameuse photo où il plante le drapeau, d'ailleurs, on voit son reflet dans le casque. Et donc, je pense qu'on ferait mieux. Je pense qu'on on aurait un retardateur, on se ferait une petite pause avec la Terre en background, le LEM, enfin l'atterrisseur lunaire, un petit truc un peu composé là avec les deux. Oui, puis ce serait depuis le pôle sud, donc apparemment ce serait pas le même point de vue non plus. Non, exactement. Et puis là, beaucoup de jeux d'ombre en plus depuis le pôle sud, parce que évidemment, tu es toujours un peu en lumière rasante. Des cratères, des trucs sympas à faire. Il y a des photos de la Lune qui sont, je crois, d'Apollo 17, quand les gars sont allés un peu loin, où ils sont à côté de grosses roches, tu vois, qui sont super spectaculaires. Hein. Il y a du relief, il y a du détail. Et effectivement, si tu les retrouves en haute qualité, c'est bien. Bon, on essaiera de faire des choses pas mal, ouais. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, avec Thomas. Plaisir. C'était un plaisir de discuter avec toi. On termine notre discussion sur ces mots et on passe à la suite. Nous sommes toujours avec Thomas Pesquet pour cette grande émission au coin du feu. Évidemment, cette semaine, pas de débrief, cela n'aurait absolument aucun sens. À la place, Thomas, on te propose une petite expérience. On a contacté des personnalités, des photographes, des gens de ton entourage pour leur demander de te laisser un petit message. On te propose de les écouter. Les questions à Thomas Pesquet vous sont présentées par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Salut Thomas, c'est Marion Montaigne, je précise parce que tu connais tellement de monde. Moi j'ai un souvenir que j'aime bien me rappeler, c'est en 2016 quand j'étais venue te voir à la NASA à Houston avec l'équipe des tournages de la 25e heure. Je me souviens, il y a eu un moment où j'ai eu un petit... J'ai eu un gros coup de blues parce que j'étais tellement impressionnée par les lieux. Il y avait les bâtiments où il y avait eu toutes les missions Apollo, toute l'histoire de l'espace presque, de l'exploration spatiale qui était sous mes yeux, avec en plus l'énorme fusée Saturne qui était exposée. Et là, je me suis dit... oh la vache, comment je vais faire pour être à la hauteur? Comment mon dessin va pouvoir représenter l'ampleur du truc? Et en plus, moi, je suis là avec mon tout petit carnet de croquis, alors qu'au moins les autres, ils ont des grosses caméras. Et j'ai commencé un peu à bader, à vraiment flipper, à me dire j'y arriverai jamais. Et j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Et j'avais peur de vraiment pas être à la hauteur du projet, à la hauteur de ta mission et tout. Et là, en sortant d'un entraînement, tu m'as dit allez, monte dans la voiture. Alors je me suis retrouvée à ta voiture décapotable en milieu de Houston et là tu m'as dit que tu me faisais confiance, que tu aimais bien ce que je faisais, que je pouvais y aller, que je devais me sentir libre et j'ai dû bafouiller des trucs, mais en tout cas ça m'a hyper remonté le moral, ça m'a boosté à fond et ça a sauvé ma journée. Et en plus, c'était mon anniversaire, donc c'était cool. Mais je te remercie, c'est l'un des meilleurs anniversaires à raconter que j'ai. Je t'embrasse, salut.
Trop marrant. Ouais, mais Marion, elle est tellement géniale. Et puis, elle était tellement à la hauteur du truc, surtout. Enfin, t'as vu le résultat qu'elle a fait, c'est carrément exceptionnel. Non, ça m'a fait mourir de rire. Mais dans la combi de Thomas Pesquet. Ouais. non, mais formidable BD. Écoute, c'était tellement. Mais moi, je pensais que ça allait être bien, mais elle a fait un truc tellement même mieux qui dépassait toutes mes espérances. Donc, non, mais c'est bien. Et puis, effectivement, elle a suivi toute la mission. Elle a fait partie de ce truc-là avec les équipes de docu qui étaient là. Donc, c'était vraiment chouette. Elle aussi, elle a son regard, si tu veux. Elle a cette espèce de talent incroyable qui est de trouver l'absurde, le cocasse, le drôle, même dans les situations les plus sérieuses, si tu veux. Et moi, j'aime bien ça aussi. J'aime bien... je trouve ça vachement important d'être sérieux, mais je trouve ça vachement important de ne pas trop se prendre au sérieux non plus. Tu peux être sérieux à fond dans ce que tu fais sans te prendre au sérieux. C'est deux choses vraiment différentes. Et moi, j'aime bien faire la différence. Et elle, en gros, c'est plus ou moins sa spécialité. Si tu veux, elle est née avec ce talent-là. Donc, ça a matché à mort parce qu'elle traite des sujets hyper sérieux. Si tu veux, la biologie, les épidémies, la science, la technique, tout ce que tu veux bien, avec ce regard décalé. Je trouve ça génial. Bon, on passe au second témoignage. Salut Thomas, c'est Perrine de Reporters sans frontières. Je te laisse un message parce qu'on est à nouveau en rupture de stock de l'album dont tu es l'auteur. Et là, en voyant ça, écoute, je me disais que tu nous avais fait un sacré cadeau à l'époque. Je t'avais écrit, tu étais encore la tête dans les étoiles. Tu as accepté de nous offrir toutes tes photos, alors que je pense sincèrement qu'à l'époque, tous les éditeurs de Paris t'avaient fait des ponts d'or pour publier tes photos. Grâce à toi, on a pu lever énormément d'argent, puisque l'album que tu as fait est, à ce jour, l'une des meilleures ventes de la collection Sans photo pour la liberté de la presse. C'est d'autant plus fou que, sans vouloir te faire offense, je pense que tu es un des rares photographes amateurs qu'on ait édité. Et je me demandais un peu ce que ça t'inspirait, ça, le fait de caracoler en tête des ventes. Voilà. Mais je voulais surtout te remercier à nouveau pour ton engagement. Je sais que ça fait vraiment partie de ta vie et que tu soutiens beaucoup les ONG. Les lecteurs continuent à te suivre et à te commander. Et ça me réjouit. Ah bah super, non, c'est vrai que c'était un plaisir. Je me rappelle, c'était juste après pendant même, ça a un peu commencé, mais vraiment à la fin de la première mission. Et effectivement, en revenant, moi j'étais un peu surpris parce que on est un peu en boucle ouverte quand on est là-haut. En fait, moi je poste mes trucs sur les réseaux sociaux, je les poste pas manuellement moi-même, j'envoie par email le texte et la photo à des gars ou des filles, enfin un gars ou une fille d'ailleurs, il y en avait deux qui le postaient sur les réseaux pour moi. Donc moi j'ai pas accès aux réseaux sociaux vraiment en soi depuis la station spatiale. Si vraiment je veux voir, je peux aller, mais là, pour le coup, là, on se retrouve au temps du modem 56K de notre enfance avec la page Internet qui charge ligne par ligne, donc ça n'a aucun intérêt. Et donc, je savais que ça marchait, je savais que les gens étaient contents, qu'ils aimaient bien, etc. Mais je ne voyais pas un petit peu tout ça. Et puis en rentrant, c'est vrai que j'étais un tout petit peu surpris. Et notamment, tout le monde m'a dit, il faut faire un livre de photos. Et oui, peut-être pas tous les éditeurs de Paris, mais il y a quand même du monde qui était là avec des projets. Et je me suis dit, oh là là. Et donc, on a fait cet album Reporters sans frontières assez rapidement. Ensuite, on a eu le temps juste de travailler un tout petit peu. Et on avait Michel Lafon qui s'était lancé avec l'ESA pour faire ça. Ils avaient fait une bonne proposition. On a sorti le premier album, mais c'est beaucoup moins personnel que celui... que La Terre entre nos mains avec Flammarion, parce que là, vraiment, c'est moi qui l'ai fait, avec beaucoup d'aide, mais c'est vraiment moi. Le premier, il s'est fait un tout petit peu tout seul, parce que vraiment, j'ai pas eu le temps de le faire après la première mission. Et voilà, RSF, c'était super. Moi, j'aime bien que les photos soient utiles à des bonnes causes, les Restos du Cœur, il y a Aviation sans frontières aussi que j'essaie d'aider, UNICEF, les Nations Unies dans différentes entreprises, on va dire différents projets. Donc c'était super. Ce que ça m'inspire, c'est que je trouve que c'est facile quand on va dans l'espace. De toute façon, il suffit on a 90% du boulot qui est fait. Il suffit de faire les 10 derniers pourcents, ce qui n'est pas le cas quand on est photographe sur Terre. Il faut vraiment faire 100%. Donc voilà, un peu de boulot, un peu de persévérance, et puis ça donne peut-être pas 10%, mais au moins 5 ou 6. T'es dur avec toi, t'es dur. Non, mais il faut se garder, il faut jamais être satisfait de ce qu'on fait, sans être non plus psychopathe. Je veux dire, j'ai conscience que mes photos sont sympas, c'est sûr. Je vois les photos de mes collègues, à part Don Petite, il y en a quand même pas mal qui font des photos moins bien, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, j'ai pas de fausse modestie. Ouais, tu restes diplomatique. Diplomate. Mais tu sais, la photographie, mais il y a encore de la marge. La photographie, c'est pas qu'une histoire de technique, c'est pas qu'une histoire d'image, c'est un process global. Ouais, tu as raison. Et tu fais
partie de ce process global. Alors oui, tu vas dans l'espace, mais c'est pas un hasard si tu vas dans l'espace, et tout le monde ne peut pas aller dans l'espace. Et ça aussi, ça fait partie Et les mecs qui vont dans l'espace font de pas ton tous les projet photos. photographique. Bon, allez, on continue avec un autre message. Cher Thomas Pesquet, combien de fois ai-je admiré vos merveilleuses images? Combien de fois ne me suis-je pas dit « Ah, que j'aurais aimé être à vos côtés » pour pouvoir partager cette fenêtre sans la rayer, puisque j'ai vu dans votre livre que beaucoup d'autres collègues, parfois, voilà, ils se pressaient auprès des vitres et il fallait faire attention aux rayures, aux petits détails auxquels les photographes sont attentifs. Figurez-vous que j'ai même failli postuler, il y a ce milliardaire japonais qui prépare un voyage autour de la Lune et qui avait mis, disons, des candidatures pour 8 personnes dans le monde pour faire un voyage autour de la Lune gratuitement. Je me suis dit, peut-être qu'à 77 ans, c'est pas sérieux. Toujours est-il que je partage avec vous l'émerveillement devant la beauté de notre planète bleue, l'émerveillement devant la part sauvage du monde. Et cet émerveillement nous mène à respecter ce qui nous émerveille, à être concernés par son sort et à vouloir le protéger. Donc de tout cœur avec vous, avec admiration et fraternité dans la photographie. Alors tu auras peut-être reconnu la voix. C'est Yann Arthus. Non. Ah. La voix du moine bouddhiste et photographe Mathieu Ricard. Ah mais oui, Mathieu Ricard, mais je connaissais pas sa voix, tu vois, je l'ai lu, mais je l'ai pas beaucoup écouté. Qui est lui aussi venu à nos micros. Trop bien, mais écoute, bravo, beaucoup de respect pour lui. Et évidemment, moi, j'ai pas la même spiritualité, mais c'est marrant qu'il ait retenu le détail de la vitre rayée, tu vois, comme quoi, des fois, les gens s'attachent à un truc que tu dis. Et, tu vois, on en a reparlé tout à l'heure. Et il a raison. Et non, écoute, tout ce qu'il dit, ça me touche. Hein, et évidemment, il a tout compris. L'histoire de la candidature, c'est drôle. Je connais cette mission, effectivement, un milliardaire japonais. C'est lui il a fait un vol de 10 jours dans la station spatiale. Il est monté avec les Russes en Soyouz. 10 jours, il est redescendu. Et il a acheté, alors, bon, on va dire, il a réservé un vol sur le Starship de SpaceX, qui ne vole pas encore, enfin, qui a essayé de voler il y a quelques semaines. Là. Ouais, bon, pas très bien fini. On va dire c'était une demi-réussite ou un demi-échec. Ça a décollé, quoi. Ça a décollé. C'est monté jusqu'à une quarantaine de kilomètres. Ensuite, ça s'est plutôt mal fini. Mais voilà, SpaceX dit, alors, va nous aider dans le cadre du programme de retour vers la Lune avec les agences spatiales en tant que fournisseur de matériel et de services sur des budgets étatiques. Mais une fois que le matériel est développé, a le droit de le proposer sur le marché privé. Et donc, a fait ce truc. Il y a effectivement 8 personnes qui ont été sélectionnées. J'en ai rencontré une. C'est un ancien danseur de Kanye West. Ouais, qui fait plein d'autres trucs que ça. Il fait notamment ça. Mais il est tchèque. Il y a une personnalité super sympa. On s'est rencontrés dans un dîner mondain. Et voilà, donc apparemment, le projet va vraiment, on pense, voir le jour. On ne sait pas si ce sera dans 5 ans, 10, 15, 20 ou... Dans le spatial, il faut toujours se méfier. La preuve, Tom Cruise n'est toujours pas allé dans la station. Mais c'est sympa, ça aurait été bien d'avoir un gars comme ça sur le vol autour de la Lune. Et on termine avec un dernier message. Salut Thomas, c'est encore Laurent. Donc j'ai une autre question maintenant, c'est que je voudrais savoir si, tu as fait tes preuves, tu es capable de supporter la très 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 haute altitude, mais est-ce que tu seras capable de supporter les très grandes profondeurs? Car, je te le confirme, cet été, j'aurai bien à ma disposition 2 petits sous-marins et comme promis, on va boucler la boucle si tu as envie. Après s'être parlé depuis l'espace jusqu'au fond de la mer, je t'invite à venir faire une petite plongée en sous-marin avec moi pour qu'on aille voir les mystérieux anneaux du Cap Corse, ces étranges formations, ces cercles parfaits de 20 mètres de diamètre dessinés sur le fond de la mer. Il y a plus de 1000 de ces cercles étranges et inexpliqués encore. Et je t'invite à venir les survoler à bord d'un petit sous-marin. Voilà. Mais est-ce que tu supporteras les hautes pressions, toi qui supportes si bien les très basses pressions de la très haute altitude ?
Il est taquin, ce bel. C'est pas mal comme invitation. Hein. Ouais, c'est pas mal. Non, mais attends, je vais négocier. Je dis, oui, si tu me laisses piloter le sous-marin, je vais venir. Je suis pas sur le siège passager. Attends. Non, mais écoute, c'est hyper sympa de sa part, de la part de son équipe. On en avait parlé. Et c'est vrai que même l'été dernier, finalement, ça s'était pas fait pour plein de raisons. Et là, l'expédition se passe cet été. Ce serait super. On a aussi un peu des hautes pressions. Hein. Tu sais, quand on fait des sorties extravéhiculaires, c'est un peu comme de la plongée. On est dans un scaphandre un peu pressurisé. Ouais, pas très, très fort. Et on s'est entraîné aussi sous l'eau, tu sais, dans le cadre de, évidemment, en piscine, mais aussi pour faire des simulations d'expédition. On s'est mis sous l'eau, en saturation, pendant 9 jours, au large de la Floride, dans une espèce de petite base qui était sur le fond. Un peu plus grand que ce qu'il avait, lui, dans sa station spatiale, mais quand même pressurisé, saturé à 30 mètres de fond. C'était pas très profond pendant 9 jours. Voilà, donc écoute, on va essayer de relever le défi et d'aller explorer un petit peu ça. De toute façon, l'exploration, c'est ça qui nous motive. Et précisons que le film Méditerranée, la face immergée des volcans, sera diffusé le 19 mai sur Arte, film de Laurent Balestin. Et autre actu concernant, non des moindres, National Geo va publier un article intitulé Underwater Volcanoes, donc qui est lié au docu, au mois de juin. Et ce sera le 6e sujet publié par le grand magazine qui est dédié au travail de Laurent. Voilà. Bon, super. Parfait. Allez, on conclut là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Je suis presque un peu triste. Thomas, c'était un véritable plaisir de te recevoir. Merci. Encore merci de nous avoir accordé de ton temps. Bon, la question, dernière question est un peu vague. Tes actualités du moment, est-ce que tu as envie de partager une dernière chose avec nous et nos auditeurs ? Non, mais je pense que la conclusion qu'on a eue, c'est que comme il y avait de la marge de progression dans le travail photographique, il fallait donc retourner dans l'espace. Voilà. Alors, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le plus vite possible, histoire de vraiment juste pour rendre service. Non, mais évidemment, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est la suite, c'est le programme Artemis qui va nous ramener vers la Lune. L'Europe, avec l'Agence spatiale européenne, est représentée dans ce programme-là. On a un partenaire majeur. Ça veut dire qu'il y aura des Européens, des Européennes, d'abord autour de la Lune, ensuite sur la Lune, d'ici quelques années. C'est difficile de mettre une date, on n'a pas de boule de cristal, on y travaille très fort, mais on ne peut pas s'engager sur une date contractuelle. On va dire d'ici à 2030, notre but, c'est d'avoir un Européen, une Européenne autour de la Lune, sur la Lune, enfin, dans le cadre de ce programme-là. Voilà. Et moi, ça, c'est mon but, très clair. Et c'est aussi le but de mes collègues, évidemment, en bonne entente, en bonne intelligence, sans se tirer dans les pattes, mais c'est comme ça. Et donc, on espère que c'est là que vont m'emmener mes pas. En attendant, beaucoup d'actualités comme La Terre entre nos mains, version améliorée, ou peut-être d'autres projets photographiques, d'autres projets d'exposition avec des pointures comme Laurent ou Vincent Munier, ça va m'occuper. Merci beaucoup, Thomas. Avec grand plaisir. Notre invitation. Merci à vous. Et on voulait remercier aussi Nicolas Gillet de Nikon France qui nous a beaucoup aidé à monter cette incroyable émission avec Thomas Pesquet. La semaine prochaine, on vous propose de nouveau 2 rendez-vous. On commencera mardi avec une grande émission spéciale dédiée au nouveau Canon EOS R8 en présence de Jackie Carré de Canon France et du photographe J.C. Pierry. Puis jeudi, avec une émission dédiée à la photographie instantanée avec la photographe Lisa Rose. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.